Bonjour à toutes et à tous. Au début de ce 8e rendez-vous, j'attire votre attention sur un mot qui est tombé par inattention de la phrase concernant l'habitat insalubre et de fortune lors du dernier rendez-vous. Au lieu de dire les centaines de millions d'âmes n'habitent pas, j'ai dit des centaines d'âmes. Je crois que c'était bien vite compris. Aujourd'hui, je continue à aborder la deuxième partie de l'équation déficit majeur, acte majeur. Les pays en voie de développement et émergents bénéficient des atouts majeurs, que j'appelle les capitaux majeurs. 1. Le capital humain. Les structures des populations dans les pays en voie de développement et émergents sont très jeunes, à cause des taux élevés des natalités et les échecs des transitions démographiques. Ces petits et jeunes filles et garçons ne demandent qu'à être éduqués, formés, instruits, soignés et par la suite accrochés à un travail afin de contribuer au progrès, au développement de leur communauté locale, de leur commune et de leur pays respectifs. Pour en venir à ceci, il est impératif et vital d'instaurer des stratégies, des politiques faisant de l'éducation, de la formation, les pierres angulaires de l'édifice de développement. De seuls, les États ne peuvent pas réaliser ces ambitions et ces objectifs, ce qui exige une approche globale, réunissant et les efforts des États et les synergies locales et les coopérations internationales en amont entre le nord et le sud, en aval entre le sud et le sud. Et les partenariats publics-privés, collectivités locales, privées, et les participations des familles dans les systèmes d'éducation et de formation, et les appuis des sociétés civiles locales et mondiales, et les soutiens des organisations non gouvernementales, nationales et internationales, et les organismes des Nations Unies spécialisés en éducation et en formation. En effet, les tâches ne sont pas faciles. Cependant, elles sont incontournables afin de valoriser les ressources humaines étant les vrais capitaux d'aujourd'hui et de demain. Les stratégies, les politiques d'éducation et de formation doivent s'appuyer sur des projets pédagogiques visant la promotion de la pensée critique, la stimulation de l'esprit créatif et inventif chez les apprentis, l'appropriation et l'incarnation des valeurs universelles de démocratie, de droits de l'homme et de droits de choses, et les valeurs des cultures et des civilisations de chaque pays. Et ce, afin de détenir les clés d'un meilleur entrepreneuriat dans le futur. 2.
le capital agricole. Les pays en voie de développement et émergents regorgent de grandes superficies et étendues des terres arables, pouvant promouvoir la production agricole et améliorant les rendements, les productivités, tant de l'agriculture de denrées de base que de l'agriculture à valeur ajoutée élevée, orientée vers l'exportation. Trois enjeux s'y imposent. Le premier enjeu est lié à l'adaptabilité de l'agriculture au changement climatique et aux aléas des climats, ce qui exige des pays d'instaurer des politiques de l'eau afin de construire tout type de barrages, d'utiliser les nappes phréatiques par les moyens d'irrigation modernes et se projeter sur l'avenir et sur d'autres nouvelles alternatives d'irrigation, à savoir le traitement des eaux usées à usage agricole et la désalinisation des eaux de mer. Le deuxième enjeu consiste à la durabilité de l'agriculture. Cela se passe essentiellement par des réformes agraires touchant les fonciers agricoles, les nouveaux montages financiers, l'organisation de la production et de la commercialisation des produits agricoles, l'organisation du travail des agriculteurs et le regroupement dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, voire même d'autres nouvelles structures que j'appelle les centres agricoles d'insertion par les technologies. Le troisième enjeu consiste à créer une classe moyenne agricole qui pourra être au cœur des mutations, des changements sociaux, sociétaux, économiques et technologiques dans les espaces ruraux. Cela ne pourra se faire uniquement dans une vision agricole, mais il pourra s'étendre à d'autres politiques dans une vision globale d'aménagement des territoires et du développement local intégré et durable, pour éviter justement de créer une classe moyenne avec des poches et des sacoches pleines, mais avec moins d'impact sur le terrain. Les idées, les voies à suivre ne manquent pas. Seulement, il faut des volontés, des conditions politiques favorables pour faire de l'agriculture un levier primordial et principal du développement local intégré et durable, afin de créer plus de richesses et d'emplois et d'éradiquer les famines et les pauvretés qui sont des objectifs ultimes des Nations Unies pour ce troisième millénaire. 3. Le capital artisanal.
Une personne sur 3 dans les pays en voie de développement et émergents exerce un métier d'artisanat. Cependant, les secteurs d'artisanat génèrent moins de richesses à cause de faibles valeurs ajoutées de ces secteurs et les conditions défavorables des artisans et de leur production. Ce qui interpelle et les pouvoirs centraux et les acteurs locaux de dresser des stratégies et des politiques faisant de l'artisanat un des leviers du développement local intégré et durable. Cela passe essentiellement par travailler sur plusieurs axes. 1. Sur l'axe juridique, institutionnel et administratif. Sur l'axe financier. Sur l'axe de l'organisation, de la production et de la commercialisation. Sur l'axe de l'intégration de l'artisanat dans une vision globale touchant au tourisme et à la culture. Sur l'axe de regroupement des artisans dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et dans des nouvelles structures que j'appelle les centres professionnels d'insertion par les technologies. 4. Le capital minier. L'exploitation minière, dans la plupart des pays en voie de développement et émergents, est détenue par les grandes firmes nationales et les multinationales. Les populations autochtones, indigènes et les communautés locales ne profitent que peu des richesses des sous-sols de leurs terres, ce qui déborde souvent sur des conflits meurtriers et des déstabilisations politiques graves. De cet état de fait, il est important de dresser des stratégies de politique faisant du secteur minier un des leviers du développement local intégré et durable. Cela exige de travailler sur 3 plans. 1. Sur le plan de la transformation des produits miniers localement, afin de créer plus de valeur ajoutée et plus d'exportation des produits industriels et semi-industriels. Sur le plan d'organiser les petits exploiteurs et les exploitations familiales afin de contribuer à la production minière et améliorer leur cadre de vie. Sur le plan de reconversion des économies des régions minières qui connaissent des difficultés à cause de la concurrence mondiale et de l'expiration des gisements miniers, avec des plans et des programmes d'action qui prévoient la conversion de toute l'économie des régions minières en difficulté et d'instaurer les bases et les piliers d'un développement local intégré et durable. 5. Le capital touristique. Les patrimoines archéologiques, culturels, civilisationnels,
architecturaux, naturels et écologiques sont des atouts dont bénéficient les territoires et les espaces des pays en voie de développement et émergents pour promouvoir le secteur touristique, étant l'industrie par excellence de ce troisième millénaire. Les pays du monde sont en course pour s'emparer des grandes parts du marché des tourismes qui peut atteindre 1 milliard de touristes d'ici quelques années. Ce qui interpelle est les pouvoirs centraux et les acteurs locaux de dresser et d'instaurer des stratégies de politique touristique pour créer les richesses et les emplois. Plusieurs questions s'y imposent. Quelles sont les structures, les potentialités et les moyens qui sont mis à la disposition du secteur touristique pour le promouvoir? Quelles en sont les retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales? Quels en sont les impacts sur les échanges culturels et sur les dialogues des cultures et de civilisations? Ce qui est évident, dans plusieurs pays en voie de développement et émergents, c'est le manque de stratégie et de politique touristique. Ce qui interpelle ces pays-là d'instaurer des politiques se basant sur la promotion de plusieurs types et genres de tourisme. Dans ce sens, les acteurs locaux de tout horizon, les élus, les historiens, les géographes, les fonctionnaires territoriaux, les chercheurs, les spécialistes du patrimoine et de la culture et autres peuvent mobiliser des identités authentiques, des territoires inventés sur la base du patrimoine archéologique et de la charge symbolique de leur histoire. Ces acteurs peuvent promouvoir un secteur qui réunit l'agriculture biologique, le tourisme et la culture, et d'en faire une seule branche économique intégrée dans les circuits économiques locaux. Cela pourra générer plus de richesses et plus d'emplois. 6. Autres capitaux. Les pays en voie de développement et émergents bénéficient d'autres capitaux, à savoir l'économie bleue, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables et autres. Je vous ai parlé au début des centres d'insertion par les technologies. Qui sont ces centres? À quoi consistent-ils? Ces centres
sont des nouvelles structures de production et d'organisation qui se basent sur la valorisation des ressources humaines, surtout les diplômés des universités et les diplômés des formations professionnelles, qui souffrent du chômage et qui peuvent être regroupés dans ces centres. Ces centres se basent aussi sur des modes de production et de commercialisation des produits agricoles, artisanaux et miniers en utilisant les nouvelles technologies massivement. Ces centres sont gérés par des syndicats d'agriculteurs ou par les chambres professionnelles élues. Je m'arrête ici. Je vous souhaite des instants de plaisir. Je vous remercie et au revoir.